Le clairon. Bonjour Stéphane Bureau. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes journaliste, animateur de télévision, québécois de naissance, si je ne me trompe pas. Ça s'entend. Vous me le direz bientôt. Et spécialiste des États-Unis. Alors beaucoup de sujets aux États-Unis en ce moment. On va parler de Donald Trump, de la campagne du super sujet. Mais pour commencer, une information qui nous concerne nous, Français également. Et sur laquelle je souhaitais vous interviewer, eh bien, c'est cette Candace Owens, qui est une commentatrice américaine. Alors justement, vous allez nous dire exactement qui elle est, qui a partagé une vidéo, puis une deuxième, là, cette nuit, pour nous, qui a été très remarquée. La première, le lundi 11 mars, sur son compte Twitter et sur ses chaînes personnelles. Et elle revient sur la rumeur de Brigitte Macron, qui serait en réalité un homme, selon elle, Jean-Michel Trogneux. Et elle se fonde sur une enquête de faits et documents, donc une enquête française. Alors, ma première question, je vous propose d'abord, peut-être on va écouter un petit extrait, juste pour que tout le monde voit de quoi on parle. Et qui est cette commentatrice, oui, Candace Owens, voilà. On va écouter un extrait. To share it. Well, because, like I said, we should have known about this. It's been going on since 2017. But also because what they are saying is that the reason the press is covering this, right, the state media is covering this, is because what's really happening here is two individuals were selected to be the leaders of a nation. They were selected on the principle of blackmail. Is what they are saying. They are saying that they selected these two individuals because they can control them, because they created the wife, right? Because they know the history here. And they can basically say, here is what you're going to do, Emmanuel Macron and Brigitte. You are going to pass through these policies. And voilà. Puis ça continue, mais on va s'arrêter là parce que c'est de l'anglais. Je ne sais pas si tout le monde a les sous-titres, mais en gros, elle dit voilà ce que nous aurions dû savoir depuis 2017, une histoire qui dure depuis 2017. C'est la raison. Ils disent que cette affaire est couverte par la presse. Et je vais vous dire ce qui se passe vraiment. Donc, 2 individus ont été sélectionnés pour être les dirigeants d'une nation. Ils ont été sélectionnés sur le principe du chantage. C'est ce qu'on dit dans l'enquête. Et ils disent qu'ils ont choisi ces 2 personnes parce qu'ils peuvent les contrôler, justement. Ils ont créé la femme, dit-elle. Ils connaissent l'histoire et ils peuvent ainsi, par le chantage, dire voilà ce que vous allez faire, Emmanuel Macron et Brigitte, vous allez mener ces politiques. Donc, principe du chantage, parce qu'ils auraient des informations, notamment sur le sexe de Brigitte Macron. Alors, beaucoup de choses à ce sujet. La première, c'est que c'est Les théologiens déjà se sont penchés en d'autres temps sur le sexe des anges. Ouais. Aujourd'hui, voici qu'on se penche sur le sexe de la première dame du pays. Oui. Et apparemment, ça a fait pas mal de bruit aux États-Unis. Alors, c'est justement la question que je voulais vous demander. Mais d'abord, peut-être parce que tout le monde ne connaît pas Candace Owens. Qui est-elle aux États-Unis? Que représente-t-elle? Ben, c'est une voix forte. Elle est très écoutée. On parle de plusieurs millions de followers aux États-Unis. C'est aussi une voix qui s'inscrit dans la dissidence chez les Noirs américains ou dans la communauté afro-américaine. Elle n'est pas la seule et on constate qu'il y a beaucoup de ces Noirs américains qui disent on n'est pas inféodé au Parti démocrate. On a des opinions qui sont peut-être dissidentes par rapport à ce que historiquement on a pensé que nous étions et que nous pensions. Alors, elle n'est pas la seule. Il y a le candidat... Pas elle, par exemple, parce qu'elle n'avait pas participé au mouvement Leave the Plantation. En gros, on doit arrêter d'être toujours relégué à une histoire coloniale. Elle fait partie de cette mouvance, en effet. Il y a un candidat aujourd'hui, parce que c'est une année électorale très importante, en Caroline du Nord, noir, américain donc, qui brigue le poste de gouverneur de la Caroline du Nord avec une plateforme, un programme politique très, très, très conservateur, ce qu'on imagine mal. Alors, ça existe. Il y a des supporters de M. Trump. Ils sont de plus en plus nombreux. Ça aussi, c'est souvent occulté, parce qu'aux dernières élections en 2020, M. Biden avait très, très bien fait auprès de cette communauté noire américaine, près de 90% d'appui. Or, ce que disent aujourd'hui les sondages, c'est que M. Trump est à 20-22% dans les sondages auprès de cette communauté. Et ça aura un impact
important, sinon déterminant au présidentiel, parce que M. Biden a besoin de tous ses appuis, particulièrement. Oui, parce que c'est la construction, dans le cas de M. Biden, d'une candidature qui dépend de ses appuis stratégiques que sont, par exemple, la communauté latina, les Noirs américains. Et là, on se surprend à découvrir que chez les démocrates, il y a des lézardes. Et les électeurs noirs américains qu'on a toujours tenus pour acquis ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Alors, il y aura une majorité d'entre eux qui seront avec les démocrates et avec M. Biden, mais ça indique quelque chose. Et Candace Owen, qui a été d'ailleurs photographiée, je pense, le week-end dernier en compagnie de l'ancien président Trump, fait partie de ces personnages qui occupent beaucoup d'espace, de plus en plus d'espace, et qui appuient ouvertement Donald Trump. Il faut voir que M. Trump, dans son bilan, a fait quelque chose qui est aussi régulièrement occulté dans les grands médias. M. Trump est un des premiers, sinon le premier président à s'être attaqué à réformer la justice pénale aux États-Unis et le système carcéral. Une réforme qui a pour l'essentiel, dans la révision des peines qui venait à la clé de cette réforme, pour l'essentiel, favoriser des prisonniers noirs américains. Il faut voir qu'il y a une surreprésentation de la population noire américaine dans les prisons américaines. Alors évidemment, personne ne veut parler de ça parce que ça contredit un peu l'image qu'on s'est du... Exactement. Oui. Et aujourd'hui, alors... parce que j'ai été témoin de ça, de ce qu'on rigolait quand M. Trump dit « Ouais, je suis très pote avec les Noirs, les Blacks aux États-Unis. Alors, c'est peut-être pas tout à fait vrai non plus, mais il est vrai que l'image qui est la sienne n'est pas celle qu'on aime faire. C'est-à-dire que son histoire est déjà tellement caricaturale que de toute façon, c'est difficile d'être en réalité sa caricature. Mais on va y revenir. Être à la hauteur de sa caricature, effectivement, ça demande beaucoup d'efforts. Même pour Donald Trump, qui a certaines capacités. Mais alors justement, c'est particulièrement intéressant parce que vous le soulignez, elle était là, on les a vus affichés ensemble la semaine dernière, déjà l'occurrence par rapport à cette vidéo. Et puis Donald Trump... combat, d'ailleurs, d'arts martiaux mix, et c'est pas un hasard non plus, parce que c'est évident que devant la cage, parce qu'il s'agit, l'octogone est une cage, c'est un symbole très fort aussi, de là où les vrais Américains se retrouvent. Et d'ailleurs, dans la vidéo dont vous nous avez présenté un extrait, en amont, Mme Owen dit « S'il y a un seul sport que j'aime vraiment, c'est les arts martiaux mixtes. » C'est quand même marrant. Oui, mais justement, moi je trouve ça très intéressant ce que vous dites. Donald Trump avait même déjà évoqué le fait que Candace, il l'avait appelée par son prénom, était une amie. Donc c'est quand même, ça veut dire qu'elle est quand même vraiment proche de Donald Trump, en tout cas de sa sphère. Et là, on voit en effet qu'ici, elle prend pas des positions. Oui, elle prend des positions, puisqu'elle affirme, elle, qu'elle croit en cette affaire. Est-ce que c'est une affaire, finalement, qui peut être également, qui peut aussi intéresser Donald Trump? Et je vous pose cette question parce qu'on sait également que Donald Trump a un dossier. Enfin, lui, il l'a dit en tout cas, il a un dossier concernant Emmanuel Macron et il en avait fait cas. Et puis d'ailleurs, ça nous avait déjà fait réagir, nous en France, je veux dire. Et je vous propose d'écouter, c'est Catherine Colonna, l'ancienne ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en France, en septembre 2022. Elle a été interviewée sur RTL sur le dossier détenu par Donald Trump. Écoutez ça. Elle concerne ce fameux dossier secret de Donald Trump sur la vie privée d'Emmanuel Macron. La presse américaine indiquait la semaine dernière que les services de renseignement français s'agitaient, s'inquiétaient. C'est vrai ? Nous n'avons pas accès à ces dossiers. J'ignore la raison pour laquelle le président Trump a gardé, en violation des lois américaines, des documents classés sous le sceau du secret qui auraient mérité d'y rester. Voilà, donc on sait que Donald Trump a gardé ces documents. D'abord, est-ce que vous avez, peut-être plus d'informations ? Peut-être pas sur le contenu des documents, mais sur la raison pour laquelle, ou ce qu'il aurait dit sur ces documents, ou la raison pour laquelle il a décidé de les garder, et puis éventuellement ce qu'il a communiqué dessus. Et puis, y a-t-il un lien entre les deux, ou veut-il justement alimenter quelque chose Est-ce que ça pourrait lui être utile dans sa campagne aujourd'hui que de... disqualifier le président français. Je pense sincèrement, au risque de vous froisser collectivement, que la France n'intéresse pas tellement M. Trump, que de façon générale, l'Europe n'intéresse pas tellement M. Trump, et que son seul intérêt pour l'instant, c'est de gagner les présidentielles, pour plein de raisons, à commencer par le fait que ça pourrait l'aider dans ses ennuis devant les tribunaux, particulièrement les tribunaux fédéraux. Alors, je pense que dans l'ensemble de ce qui afflige le président,
crois pas que la France soit au cœur de son écran radar, disons comme ça. Oui, mais concernant ce dossier tout de même qu'il a gardé. Oui, mais tout à fait. Alors, mais je ne peux pas spéculer sur ce qu'il a gardé, parce que d'une certaine manière, on peut aussi se poser la question dans ces documents secrets, est-ce qu'il n'y avait pas aussi, parce que ça a été une piste sur laquelle on a beaucoup écrit, est-ce qu'il est possible qu'il se soit gardé des souvenirs, une espèce de scrapbook, livre souvenir de ses années à la Maison-Blanche, donc correspondance avec certains leaders. Donc, il y avait ça aussi comme interprétation qui était un peu peut-être moins accablante, l'idée que le président ait choisi de partir avec dans ses boîtes, dans ses cartons, des documents classés secrets, mais qui essentiellement sont une espèce de cahier de souvenirs. Mais aussi, depuis toujours, l'hypothèse qu'il y ait des documents qui pourraient lui servir éventuellement à survivre politiquement. On peut que spéculer sur la nature de ces documents. D'ailleurs, c'est très compliqué parce qu'il est ou se retrouvera devant les tribunaux très bientôt pour avoir eu en sa possession illégalement des documents secrets. Et l'instruction est justement difficile parce que la juge qui est aux manettes doit composer avec ces documents secrets ce qu'on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire au procès de ces documents? Est-ce qu'on pourra aller dans la substance? Est-ce qu'on pourra se permettre de... Est-ce qu'ils vont avoir accès au dossier à ce moment-là? Voilà, c'est un des enjeux. Est-ce que la juge pourra lire les documents ou certains des documents pour avoir une opinion sur la valeur de ceux-ci? Et ça se discute en ce moment. Et ça rend d'ailleurs le processus extrêmement long. C'est un procès qui devait commencer bientôt, mais qui est repoussé justement parce que l'instruction est difficile compte tenu du matériel avec lequel la juge doit composer. Mais pour l'instant, vous excuserez ma longue réponse, mais on ne peut que spéculer sur ce que le président avait chez lui. Mais on peut par ailleurs souligner qu'il n'est pas le seul à avoir dans sa vie choisi d'oublier ou pas qu'il avait chez lui des documents classés confidentiels ou secrets. Monsieur Biden, qui a par moment quelques problèmes de mémoire, s'est rappelé, ou sinon ses avocats, au bon moment, c'est-à-dire à partir du moment où on s'est attaqué à l'ancien président Trump parce qu'il avait chez lui à Mar-a-Lago, en Floride, ces documents, s'est rappelé à son tour qu'il en avait des documents confidentiels à sa résidence du Delaware, comme par hasard. Et il faut non pas oublier, mais rappeler que le procureur spécial qui a fait enquête sur l'affaire Biden et les documents secrets est arrivé à la conclusion qu'il était impossible de gagner en cours et de faire la preuve qu'il avait sciemment conserver les documents parce qu'il était ou avait l'image d'un vieillard sympathique à la mémoire défaillante. Alors, ce qu'il dit, ce n'est pas qu'il a, le président Biden, choisi de garder chez lui en toute conscience des documents qu'il n'aurait pas dû avoir, mais qu'il aurait été impossible, sinon très difficile, d'en faire la démonstration en cours. C'est une nuance importante. Bien sûr. Parce qu'on reproche exactement la même chose au président Trump. Il était, ou a dit dans son rapport, que la démonstration en cours serait laborieuse. La différence avec Trump, par rapport à ces documents, c'est que lui a choisi, quand il a été sommé de les remettre, de refuser de le faire. Alors évidemment, à répétition, jusqu'à ce que le FBI débarque et manu militari saisisse les boîtes de documents. Donc le FBI a récupéré tous ces documents? Tous ces documents, il n'y a que M. Trump qui peut le dire. Peut-être en avait-il planqué ailleurs. En tout cas, ce qui est intéressant sur ces documents, après on va revenir juste, vous commencez à dire que ça faisait grand bruit aux États-Unis. Sur ces documents détenus par Donald Trump, personne ne sait, mais visiblement ce qui est sûr, on l'a entendu dans cet extrait là, de RTL, la journaliste RTL rappelle que les services secrets sont en panique quant au contenu du document qui concernerait la France, enfin qui concernerait Emmanuel Macron. Encore une fois là-dessus, j'aimerais vous aider, j'aimerais pouvoir vous dire oui, il y a toutes les raisons de paniquer, mais encore faudrait-il avoir accès aux documents. Et dans mon métier, spéculer est toujours une mauvaise idée. Vous avez bien raison d'ailleurs. Alors, revenons sur le retour. Là, vous avez pu peut-être voir ce qui se passait dans les médias américains, dans les réseaux américains. Comment ça réagit? Nous, on a vu que ça réagissait énormément sur les réseaux français. C'était en top tweet hier. C'est pour ça qu'on a décidé d'en parler. Il y a des sujets, même s'ils sont gênants parfois, eh bien, s'ils sont relayés par tous, il faut s'en emparer tout en gardant évidemment le sérieux que doit avoir tout journaliste.
Ce qui est marrant, c'est la boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'une personnalité influente comme Mme Owen aux États-Unis s'empare de l'affaire pour que ça redevienne un sujet en France, parce qu'il reste que... Alors, j'ai pas lu le dossier de faits et documents, ça circule quand même depuis quelques années. Bien sûr. Je pense qu'ils sont arrivés au bout de leur enquête, mais c'est clair que son choix de mettre au cœur de son balado, de son podcast. Alors, j'ai parlé en québécois, un balado, du coup. C'est joli. Mais le fait qu'elle ait choisi cette semaine d'ouvrir un peu sa semaine avec ça a eu un impact ici. Et oui, c'est ça. J'ai été surpris de constater. Oui. Comme s'il fallait que les Américains lèvent le drapeau pour que soudainement tout le monde ici se dise « Ah, ben si les Américains le disent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de vrai ou de sérieux. » Oui, alors on n'a pas vu... Mais c'est un serpent qui se mord la queue parce qu'elle ne fait que reprendre faits et documents. Exactement. Donc ça ne fait pas beaucoup avancer l'enquête. Nous avons des informations qui disent qu'a priori, il y aurait du nouveau d'ici quelques semaines. Donc tant qu'on ne peut pas avancer sérieusement, on ne le fera pas. Mais il y a a priori des choses qui vont arriver. Mais en attendant, déjà, vous dites aux États-Unis, en tout cas, ça a fait grand bruit. Dans les médias indépendants, oui, ça a été discuté, ça a été une surprise. Alors évidemment, elle a de l'impact. Mme Owen est écoutée, elle a des followers et c'est là aussi un effet de boucle. Les gens voient ce qui fonctionne et puis je ne vous apprendrai pas comment fonctionnent les réseaux sociaux. Alors oui, mais c'est à la marge. Je n'ai pas encore vu les grands médias s'emparer de l'histoire. Oui, d'accord, OK. Parce que après, c'est vrai que si les grands médias commencent à s'en emparer, ça peut... C'est autre chose. Ça peut vraiment poser une question sur même les relations diplomatiques, etc. Enfin, ça pose quand même de grandes questions. C'est pour ça que ça commence à devenir un sujet, parce que c'est une commentatrice très, très suivie, comme vous l'avez rappelé, et très influente. Donc, affaire pour le moment à suivre, en tout cas sur ce sujet. On reste sur Donald Trump, le Super Tuesday, où il a eu un quasi-chelem. Je crois qu'il a manqué un État, c'est ça? Bien vu, oui. 14 États sur 15 qui se prononçaient mardi dernier. En fait, le rendez-vous déterminant, c'était ce mardi, donc il y a 2 jours, quand Biden et Trump ont officiellement obtenu l'appui de suffisamment de délégués pour dire qu'ils seront les candidats officiels de leurs partis respectifs. Alors, c'était joué ils ont tous les deux fait leurs annonces. C'est-à-dire qu'ils ont fait... C'est une mathématique. Il suffit d'avoir un suffisamment bon nombre ou grand nombre d'appuis à la convention, aux différentes conventions, pour qu'on puisse se dire, ben, ça y est, au moment de voter, on votera pour moi. Et là, maintenant, il y a des délégués commis à hauteur respectable pour les deux. Enfin, ils ont passé la barre du 50+1. Et ils peuvent dire officiellement qu'ils seront les candidats désignés de leur parti. Ça va se jouer aux conventions en juillet et en août. Mais on sait que ce sont eux maintenant qui feront la bataille. Donc, c'est le retour des papis dans le ring. Pas de surprise. Mais Joe Biden, c'est quand même une surprise parce que nous, on avait entendu que là, il a eu un rapport et qualifié tout de même de psychologiquement faible. Enfin, je ne sais plus comment c'était précisément dit, mais... En fait, il n'y a pas de médecin qui a dit ça. Le plus près d'un rapport qui aurait pu corréler sa condition cognitive à la réalité, c'est le procureur spécial qui, pendant plus d'un an, a fait enquête pour voir si, oui ou non, il aurait pu en cours, faire en sorte que M. Biden soit reconnu coupable d'avoir eu en sa possession des documents confidentiels qu'il n'aurait pas dû avoir. Or, je répète ce que je vous disais tout à l'heure, la démonstration aurait été laborieuse, justement parce que le procureur spécial dit, écoutez, dans nos entretiens plutôt, on s'est parlé pendant des heures, il y a eu beaucoup de moments où la mémoire du président semblait défaillante. Et c'est là qu'on s'est mis à dire, d'abord, vous êtes juriste, vous n'êtes pas médecin, comment pouvez-vous affirmer que... Alors, il n'affirmait pas, il disait simplement, voici ce que j'ai constaté. Mais ça a ajouté à une série de démonstrations éloquentes, parce que le président Biden n'est pas, disons que... Il n'y a pas toujours une connexion entre sa bouche et ce qu'il croit penser. Oui, ça c'est certain. On l'a vu, même nous, depuis la France, des moments où il s'adressait à des personnes mortes, où il se trompe de pays, il se trompe de président. Enfin, voilà, donc les choses sont assez claires de ce côté et ça semble assez étonnant tout de même que les démocrates persistent à vouloir le garder comme candidat. Comment vous l'expliquez, ça? D'abord, je ne l'explique pas parce que je ne travaille pas avec les démocrates, mais c'est une boutade. Ce que je vous dirais, c'est qu'il y a beaucoup de démocrates qui se posent de très sérieuses questions. Des conseillers politiques très influents, M. Axelrod, qui était aux côtés du président Obama avec beaucoup de succès, qui s'est permis publiquement
de dire le candidat Biden, le président, devrait peut-être choisir pour le bien du parti et du pays de se retirer. James Carville, qui était le principal conseiller de M. Clinton, qui est encore, je dirais, un ténor du parti, très respecté, très écouté, dit bruyamment depuis plus d'1 an, c'est un cul-de-sac. Nous devons convaincre Joe de prendre sa retraite. Et d'ailleurs, le pacte qu'il y ait les Américains, les démocrates à Joe Biden, il y a 4 ans, était un pacte de transition. Il devait être le trait d'union. Il l'avait dit très clairement, je serai probablement, alors ça ne se dit pas officiellement, parce qu'on ne peut pas annoncer qu'on ne se représentera pas, mais avait laissé entendre clairement, pour tous ceux qui étaient attentifs, qu'il serait le président d'un seul mandat. Parce qu'il y avait péril dans la demeure à l'époque, c'est-à-dire Donald Trump, il fallait le vaincre, il fallait faire en sorte que l'ennemi du bien soit terrassé. Et Biden a été désigné comme l'homme de la solution. Alors, il faut comprendre les circonstances aussi. Je ne sais pas jusqu'à quel point vos spectateurs, auditeurs s'intéressent à ces détails, mais on était encore en 2020 en plein cœur de la crise de la COVID. Et quand son adversaire, son principal adversaire dans la course à l'investiture, un vrai homme de gauche, enfin, par rapport à l'Europe, c'est peut-être pas un homme de gauche parfaitement, mais Bernard Sanders, Bernie Sanders, était comme un rouleau compresseur chez les démocrates. Il s'imposait de plus en plus comme le candidat qui pouvait être désigné par le parti. Et ça a foutu la trouille aux démocrates, qui sont de gauche dans leur discours, mais pas toujours de gauche dans ce qu'ils font et dans leur manière de gouverner. Alors, ils ont littéralement fait au sein du parti quelque chose qui ressemble un peu à un coup d'État, coup de force, pour se fédérer tous autour de Biden, qui était ce vieux sage qui faisait, dit-on, l'unanimité. Et tous les adversaires dans cette course se sont couchés devant Biden. Et Biden a pu faire sa campagne au calme parce que c'était la COVID. Donc, il a passé l'essentiel de la campagne planqué chez lui à faire campagne à distance, en visio. Donc, sans la difficulté inhérente ou les difficultés inhérentes à une campagne présidentielle, parce que c'est la croix à la bannière. C'est très difficile. C'est très exigeant et ça fait partie, d'ailleurs, de ce qu'on demande aux candidats. Traverser les fourches caudines pour faire la démonstration qu'on aura l'énergie, la force ensuite d'être président. Alors, ces présidentielles de 2020 ont été un peu tronquées. Il a fait campagne. Celles qui vont venir seront différentes. Et Biden, donc, est le président qui avait dit « je serai là pour un mandat », vous l'avez laissé entendre. Or, il s'accroche. Alors, vous me demandiez tout à l'heure comment expliquer. D'abord, ce n'est pas l'unanimité. Il y a au Parti démocrate, au sein du Parti démocrate, beaucoup de gens qui se posent des questions et qui se demandent si c'est l'homme de la situation. Mais il est difficile de dégommer un président. Difficile de dire au président, vous savez, grand-papa, il serait peut-être bon pour nous tous que vous choisissiez l'intérêt supérieur, dans ce cas-ci, du parti, parce qu'un autre pourrait mieux faire. Encore faut-il trouver cet autre candidat qui serait à même de défaire Trump. Parce que tous les adversaires potentiels de M. Trump, démocrates, mesurent aussi les risques inhérents à faire la guerre à l'agent orange. C'est comme ça que je l'appelle, M. Trump. Le défoliant ultime, c'est-à-dire qu'il est vraiment capable de révéler la nature de ses adversaires. C'est ce qu'il fait très, très bien en les tournant en dérision, en les attaquant sur tous les fronts. C'est un des premiers personnages post-politique. Tout à fait. Il a cassé tous les codes. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Il a beaucoup d'influence ailleurs. On voit ce qui s'est passé en Argentine, on voit ce qui s'est passé au Brésil. Ça peut aussi peut-être avoir un petit impact ici. Cette capacité à se débarrasser de ce qu'étaient les codes de la politique. Et les démocrates, donc, qui contemplent, s'ils font une possible candidature alternative à M. Biden, sont un peu tétanisés, je le pense et je le crois. Mais il y a des options. Il y a de véritables options. Il y a en ce moment, en coulisses, le gouverneur de la Californie, M. Newsom, qui sera un jour candidat. Est-ce que ça sera en 2024 parce qu'on pourrait trouver une piste d'atterrissage pour le président Biden? J'en sais rien. Et il y a des scénarios. Ce n'est pas de la politique fiction que de trouver une rampe pour faire sortir discrètement? Ça ne sera jamais discrètement, mais pour... Gentiment. Pour permettre au président Biden, honorablement, et dans ces circonstances, je crois que Barack Obama jouerait un rôle important. Parce que là, on voit que les bookmakers misent sur Michelle Obama.
Alors comment ça c'est juste du... Dont on a aussi discuté très publiquement du sexe aux États-Unis. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup de femmes qui n'en sont pas. Oui. Elle a catégoriquement dit qu'elle ne serait pas candidate, qu'elle n'avait pas aspiration à l'être. Alors je pense que c'est un fantasme amusant qui occupe les causeurs, peut-être les parieurs aussi. Est-ce qu'elle serait une super candidate? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure du processus électoral. Il est violent pour une raison, il révèle les gens. Alors, est-ce que Michelle Obama, qui est sympathique apparemment, saurait se distinguer sur la distance comme candidate? Alors, ouvrons un tout petit peu l'international. Donald Trump, d'abord, qu'on a accusé d'être complice d'ingérence russe. Est-ce que ça va être des attaques qui vont attaquer aujourd'hui, alors que justement la Russie est elle-même sur le front ukrainien? Est-ce que ça peut être... Mais l'histoire du Russiagate, c'est intéressant parce que ça a été complètement débunké. Mais en fait, ce qu'on a appelé le dossier Steele, ce dossier à charge où on apprenait que le président aimait les Golden Shower et qu'il y avait de la compromat à Moscou dans les dossiers des services secrets russes qui permettait de présumer qu'il était la marionnette du Kremlin. Alors, ça a été débunké complètement. Il n'y a aucun doute. Et ceux qui l'ont mieux fait, c'est la référence en journalisme aux États-Unis, c'est le Columbia Journalism Review, en français, le magazine de la faculté de journalisme de l'Université Columbia, qui est une référence aux États-Unis. Ils ont travaillé pendant 2 ans, des articles, c'est colossal, pour arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas de Russiagate. Alors, c'est une histoire qui a été montée en épingle et je peux comprendre que ça servait les intérêts de plusieurs, mais de ce point de vue-là, je pense que la démonstration a été faite que M. Trump... Ça ne peut plus lui retomber dessus parce que malgré tout, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il reste toujours une petite trace. Ça pourra toujours lui retomber dessus parce qu'on va dire qu'il est complaisant à l'endroit de Vladimir Poutine. Alors, ça pourrait en effet changer radicalement la politique actuelle. International. Je vous dirais que d'un point de vue européen, déjà par ses déclarations, c'est assez clair. Il a dit ceux qui ne paieront pas leur contribution au sein de l'OTAN, j'encouragerai la Russie à venir les visiter. C'était une provocation. Je pense qu'il ne faut pas prendre au premier degré les déclarations de M. Trump dans de pareilles circonstances. Ce qui m'amuse, c'est que peut-être vous ferez un jour une statue à M. Trump parce qu'il aura réussi à fédérer les Européens autour de l'idée d'une politique commune de défense. Vous en parlez beaucoup depuis très longtemps. Alors peut-être que le retour de M. Trump et son discours plus audacieux... En tout cas, il mettra les gens au clair sur cette question. Déjà, je constate depuis quelques semaines qu'on en discute davantage, mais je lis aussi qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Est-ce que c'est pas dans Marianne que je voyais que certains militaires disaient de votre armée que c'était une armée de majorettes? Donc, si vous vouliez vraiment tenir tête à la Russie, il y aurait peut-être intérêt à faire un peu de muscu avant d'aller au front. Exactement, oui, c'est tout à fait ce qui a été dit dans le journal magazine. Marianne, on ne pourrait pas tenir très longtemps, disait-il également. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Bureau pour cette analyse riche de ce qui se passe et de ce qui se commente également aux États-Unis ce moment. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste des États-Unis et journaliste animateur de télévision québécois. Merci encore et Toxin continue, vous nous mettez des cœurs, des likes, des retweets et vous partagez cette vidéo. Dans quelques